Bonjour et bienvenue dans votre émission hebdomadaire d'actualité de Clarence Rocklin. Mon nom est Stéphanie Simard et il me fera plaisir de vous présenter les actualités de votre région dans cette édition du 19 novembre 2020. En manchette cette semaine, un suivi sur la COVID-19 en Ontario et dans la région de Prescott et Russell, avertissement de santé publique en cas d'overdose sur des médicaments dangereux, le budget 2021 finalement approuvé par la cité de Clarence Rocklin, l'univers du cannabis n'est pas si reluisant et facile que l'on croit. La cité de Clarence Rocklin s'en mêle. Et un nouveau commerce ouvre à Cumberland. Une belle découverte ici à TVC 22. Un suivi sur la COVID-19. Dans la région de Prescott et Russell, nous dénombrons un total de 132 cas actifs et, bonne nouvelle, dans la région de Clarence Rocklin, il ne reste seulement que 9 cas actifs. Bien qu'on voit une diminution de cas et un contrôle des flambées, la région qui bénéficiait d'une zone de restriction nommée zone protégée par le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario. Cela voulait dire particulièrement que pour les restaurants, les bars et les gyms, les restrictions étaient un petit peu plus modérées. Toutefois, la province de l'Ontario, qui a une préséance sur le Bureau de santé de l'Ontario, a décidé autrement vendredi dernier en annonçant que les restrictions soient resserrées. La décision est prise en se basant sur un cadre d'intervention implémenté par la province. C'est donc en raison de ce cadre de la province que la province a décidé que la zone de zone protégée était trop tôt et qu'en raison du risque de propagation encore élevé, les cas et les flambées étant encore trop élevés dans notre région, on se voit attribuer une mention de orange restreinte. Cela veut dire que les restrictions sont un petit peu plus serrées sur certains aspects, notamment pour les gyms, les vestiaires demeurent toujours fermés. Pour les restaurants, le nombre de personnes maximum à une table revient à 4 et bien plus encore. Donc, si vous êtes un commerce, nous invitons à aller regarder le site du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario ou celui de la province de l'Ontario au sujet des restrictions et ce que cela implique. Bonne chance à tous. Toutefois, il y a cependant des bonnes nouvelles puisque dès le début de la semaine dernière, 2 sociétés pharmaceutiques ont annoncé qu'elles faisaient des progrès significatifs dans la recherche d'un vaccin contre la COVID-19. L'étude de Pfizer Pharmaceuticals sur le vaccin a montré un taux de réussite de 95 % dans la prévention de l'infection. Ils appliquent présentement pour l'approbation par les agences de santé des États-Unis. De plus, une autre société américaine fait des progrès. Bref, c'est la course contre le vaccin. Voici ce que Dr Paul a à dire à ce sujet. Donc aujourd'hui, on a eu une deuxième compagnie aux États qui a déclaré qu'il y avait une bonne réponse au vaccin, nouveau vaccin. Moderna aux États, ils ont annoncé que leur taux de réussite de protection était presque 95 %. Ceci c'est une molécule, c'est un virus semblable à celle-là du Pfizer, mais avec le matériel génétique RNA. Mais ça semble être plus stable au niveau le besoin au niveau du transport. On peut le transporter dans une température de moins 4 Fahrenheit ou moins 20 Celsius. Donc, les frigos normaux pourraient le prendre. Et aussi, une fois que on enlève le bouteille, ça peut durer dans le frigérateur ordinaire entre 2 et 8 degrés Fahrenheit pendant 30 jours et on peut l'avoir sans être dans le frigérateur pour 12 heures de fil. Donc ça c'est de bonnes nouvelles parce que c'est une meilleure façon à transporter, mais on n'a aucune idée de quand ça va être accepté aux États, quand ça va être accepté au Canada, quel chiffre qu'on va recevoir, quand, etc. Donc, je voudrais souligner que on a des bonnes nouvelles au niveau du vaccin et ça se peut que nos chiffres commencent à diminuer local, mais il ne faut pas lâcher.
parce on a encore du temps jusqu'à temps qu'on aurait le vaccin. Mais entre-temps, c'est très important de rester vigilant. Même si on a remis dans zone jaune, soit cette semaine ou la semaine prochaine, il n'y a pas beaucoup de différence au niveau des numéros de personnes qui pourront avoir de rassemblements publics ou à la maison. Tout ça reste le même. Nos conseils de rester chez vous, sauf pour les fins essentielles, restent. Votre cercle social, c'est limité aux personnes qui demeurent avec vous, votre famille dans votre foyer seulement. Ça reste comme ça. Mais les petits changements qui vont avoir lieu sont plutôt au niveau des restaurants, au niveau des gymnases, des personnes qui pourront aller à une fois, les personnes qui pourront s'asseoir à la table à la fois, et aussi le temps d'ouverture des restaurants et les bars, etc. Mais au niveau des mesures en général, de ne pas rentrer à la maison, de ne pas aller travailler aux écoles quand vous êtes malade, laver les mains, porter des masques, etc., reste le même. Et voilà, mesdames et messieurs, la lumière est beaucoup plus proche au bout du tunnel. Si nous continuons à faire de petits gestes qui font une différence, peut-être y aura-t-il encore plus de bonnes nouvelles à chaque semaine. Nous l'espérons en tout cas. Budget 2021 de la cité de Clarence-Rockland. Le 16 novembre dernier, le conseil municipal a approuvé à l'unanimité le budget 2021. L'augmentation des taux d'imposition locaux étant fixée à 2,25 % est une baisse par rapport aux 4 % prévus en début du mois. Parmi les éléments les plus coûteux du budget figure la construction de la route Edwards, le remplacement du ponceau sur la rue Laurier et le pavage de la porte jusqu'au ponceau, ainsi qu'un autre remplacement de ponceau sur la route du lac à Saint-Pascal, pour un total d'environ 3,5 millions de dollars. Mise en place de caméras dans les parcs municipaux. Lors de la dernière journée des réunions sur le projet du budget, M. Yves Roy, le directeur du service municipal d'application de la loi, a proposé l'installation de 26 caméras dans les différents parcs de la région pour l'aider à lutter contre divers crimes. Le conseiller Don Bouchard nous en dit un peu plus à ce sujet. Bien, moi, ce que j'ai proposé aux membres du conseil, c'est, je pense, premièrement, c'est un très beau projet. On veut avoir de la sécurité pour nos familles dans les endroits publics. Ceci dit, c'est un projet d'envergure lorsqu'on commence à regarder 26 caméras dans 20 différents parcs pour un prix total de 65 000 $. C'est beaucoup. Et beaucoup de gestion qu'on n'est peut-être pas au courant encore. Et même du questionnement sur le type de caméra qu'on devrait acheter. Est-ce qu'on va acheter des caméras solaires, pas solaires? Est-ce qu'ils fonctionnent bien l'hiver, l'été? Donc, moi, j'ai pensé beaucoup plus prudent de dire c'est un beau projet, mais c'est un beau projet pilote. Alors qu'on essaie quand même, pour se donner une bonne idée, avec 6 caméras, on a déjà identifié un endroit comme le skatepark qui pourrait être un endroit où on a parfois plus d'inquiétude. Donc, on pourrait mettre 2 caméras dans ce parc-là. D'autres endroits également. Donc, on voudrait au moins juste commencer avec ça. Puis, on va voir aussi en même temps quel impact que ça a sur nos agents de réglementation. Est-ce que ça les aide dans un point où, au lieu d'aller faire une visite, disons, dans un parc qui serait situé à Hammond, qu'on peut juste aller sur le laptop dans la voiture et regarder la caméra et dire, OK, il n'y a personne dans le parc à Hammond présentement, donc je n'irai pas faire le tour là. Et on est capable de concentrer les efforts davantage dans un endroit. Mais en même temps, avec 26 caméras, est-ce qu'on va vouloir avoir une personne qui est assise dans un bureau à regarder des écrans la journée longue? Il va falloir se poser des questions. Alors, je pense que si on débute avec 6 caméras dans 3 ou 4 endroits différents et que nos agents de réglementation commencent à manipuler un peu la nouvelle technologie, voir comment ça va, et les caméras eux-mêmes pour voir est-ce que c'est un bon investissement. Moi, j'aime beaucoup mieux investir un 15 000 $ dans un nouveau projet, un projet pilote, on fait des essais, et puis après ça, si c'est bien démontré, bien peut-être qu'on augmente, et on n'est pas obligé d'augmenter avec un autre 20 caméras, on peut simplement juste aller avec les besoins qu'on a aussi.
Et vous avez dit dans 3 ou 4 différentes locations. Est-ce que vous savez où les premières caméras vont être mises en place? Donc, on a demandé au département de faire l'étude un peu de leurs priorités, qu'est-ce qu'ils pensent qui sont les endroits qui sont les plus en besoin. C'est certain que la part des gens, on est d'accord sur le skatepark. C'est un endroit où il y a énormément de volume de gens. Il y a aussi un élément en termes de lorsqu'il y a une blessure ou quoi que ce soit. Et on sait que des fois, les policiers aiment beaucoup avoir, s'il y a des incidents qui arrivent, être capable avec les images caméra, qu'on est capable de les aider dans leur travail tel quel. On va regarder d'autres endroits. Les choses qu'on a sont le vandalisme. On a aussi des endroits où on a eu des poubelles qui ont été juste dompées dans différents endroits. Donc, on va garder avec le département pour voir c'est quoi les meilleurs endroits qu'on veut et puis on va se diriger avec ça. Et je sais que le budget n'est pas encore fini, mais est-ce que vous avez une idée de quand ces caméras vont être installées? Non, c'est certain que le 16 novembre, on va voter sur le budget, puis on est très fiers de ce budget-là parce qu'en coupant ce projet-là en même temps de 65 000 à 15 000, c'est 50 000 qu'on a été capable de réduire les impôts davantage. Donc, c'est un autre 0,25 %. Alors, l'augmentation globale, présentement, on parle de 1,25 % d'augmentation seulement et 1 % additionnel pour les chemins. Donc, on est très fiers de ça. Et le 16 novembre, le budget est approuvé. On ira en soumission, etc. Et on estime que les parcs sont fermés durant l'hiver de toute façon. Donc, on estime qu'au printemps, on serait probablement en mesure d'installer ces caméras-là. Parfait. Merci beaucoup de votre temps aujourd'hui, Dan. Ça me fait plaisir. La loi sur les surdoses de médicaments du Bon Samaritain peut offrir une certaine protection juridique aux personnes qui doivent administrer une telle trousse. Toutefois, si vous pouvez, le BSEO suggère avant tout de contacter les services d'urgence avant de considérer cette option. Des interrogations sur la police provinciale dans la région de Clarence-Rockland. En effet, lors de la réunion de lundi soir, le 16 novembre, le conseil municipal a également demandé plus d'informations concernant le contrat de la police provinciale ici dans notre région, qui se chiffre à 3,4 millions de dollars, donc qui est un montant considérable. Voici un extrait de cette réunion qui a suscité beaucoup de tollé avec les conseillers municipaux. On n'a aucune mesure à savoir si les services qui sont offerts par la PPO sont adéquats pour notre ville. On a déjà même fait cette demande-là dans le temps que Chef Wilson était chef pompier. Puis, on a eu un one-pager de la PPO qui ne disait pas grand-chose. Je pense qu'il faut avoir une réflexion régionale là-dessus pour voir est-ce qu'on est bien desservi pour la population qu'on a à Clarence-Rockland. J'en ai déjà discuté avec Chef Voisine et directeur M. Leonard, parce que de plus en plus, on a des pétitions pour des vitesses dans nos chemins. C'est clair que les agents, puis je ne blâme pas les agents qui sont en place, ils font un excellent travail. Ce que je déplore, c'est qu'il y a un manque d'effectifs qui est apparent à beaucoup de gens. Puis, je pense qu'il faut avoir une discussion peut-être à plus haut niveau avec les dirigeants de la PPO pour essayer de voir est-ce que c'est un problème budgétaire que l'argent ne vient pas dans l'Est de l'Ontario ou c'est un problème budgétaire que ceux qui décident où ce que les ressources sont affectées dans l'Est, on n'a pas assez de ressources pour combien de fois qu'on a des incendies ou des gros accidents sur la 17, puis c'est nos pompiers et puis nos agents de réglementation qui jouent au traffic control. C'est parce qu'il n'y a pas d'agent de disponible. Je pense qu'il faudrait avoir cette réflexion-là, parce que comme c'est là, c'est nous qui est obligé de payer pour mettre des mesures pour aider justement à la vitesse dans nos rues. Puis c'est pas vraiment, c'est des patchwork, c'est pas quelque chose qui fonctionne d'une manière significative. Fait que je pense qu'il faut engendrer cette discussion-là, M. le maire, vous-même, avec les autres maires et les comtés unis, pour essayer de voir le problème systématique. Peut-être aussi, on peut inviter le chef de M. Duval de venir faire une présentation au conseil, vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est, puis on partira de là. M. Grimard, avez-vous une question? Bien, c'est vraiment, j'abonde avec M. Lalonde, sauf qu'on est sur le contrat minimum et on fait le fameux pay as you go. Alors, lorsqu'il y a un appel majeur, on va payer, mais si on décide de rentrer dans un contrat standard, c'est certain que le coût va extrêmement plus cher, sauf qu'on a plus de services. Fait que la discussion va être excellente parce que
Si on défrait des coûts déjà pour nos agents de réglementation et tout, ben, peut-être qu'on va être capable d'entrer dans notre premier contrat standard avec la PPO en ce moment. Je crois que la police provinciale d'Ontario a un système basé sur le nombre de résidents et c'est le même qui affecte avec le contrat qu'on a en ce moment, qui est le contrat de base. Tant de population, tant d'agents et c'est à chaque station de gérer leur personnel. Moi, je suis curieuse de savoir quel est le chiffre magique ou la moyenne au niveau de l'Ontario pour avoir notre police municipale. Est-ce que c'est 60 000 de population, 50 000? Il doit y avoir un certain chiffre à un moment donné où ça devient peut-être plus économique d'avoir sa propre police municipale. J'ai aucune idée qui peut répondre à ça. Ouais. Mais ce serait quelque chose qu'il faudrait aussi considérer. Si on avait le chef Duval, il aurait peut-être bien la réponse. M. Grimard avait une idée ou moi, j'ai aucune idée. Non, aucune idée, mais je crois que c'est une bonne chose à discuter. On peut demander au chef. Il y a une municipalité de 52 000 populations qui avaient leur propre police municipale. Mais il faut regarder les coûts aussi, madame. Ça, c'est une autre affaire. Oui, mais c'est ça qui serait intéressant de comparer, comparer aussi. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'on paye très cher pour l'OPP, puis on n'a pas beaucoup de services, on n'a pas seulement 2-3 personnes policiers qui surveillent la région. Les magasins de cannabis, ce n'est pas une sinécure. L'introduction du cannabis légalisé dans le secteur des entreprises canadiennes a suscité chez les entrepreneurs un intérêt qui ressemble à celui de la ruée vers l'or du 19e siècle. Mais ce marché est-il suffisamment vaste pour pouvoir soutenir tout cet intérêt? Dans ce dossier, c'est plus de 6 magasins qui ont manifesté un intérêt ou une licence à travers la CAJO pour la région de Clarence-Rockland. Nous avons parlé avec Nathaniel Miville, propriétaire de Big River Cannabis ici à Rockland, afin de nous éclairer sur certains des défis auxquels il est confronté alors qu'il tente d'ouvrir un magasin dans notre région. Qui ont dit oui, les magasins de cannabis vont avoir ce problème ici. Il y a plusieurs issues avec ça. Alors, la première chose, c'est que le gouvernement ne communique pas avec les propriétaires des magasins de cannabis. Alors, comme toi, si tu veux donner ton argent au gouvernement pour ouvrir un magasin, ils vont te laisser faire ça, pas de problème, mais ils ne vont pas te dire s'il y a d'autres magasins alentour de toi. Ils ne vont pas te dire combien de temps ça va te prendre pour ouvrir un magasin. Alors, ça fait depuis le mois de janvier que je fais ça. Moi, quand j'ai fait mon application avec le gouvernement, j'ai dit que je serais prête pour le 24 août. On est le mois de novembre maintenant et j'ai encore à temps pour ma prochaine inspection avec le gouvernement. Puis la prochaine inspection, c'est le 21 décembre. Avant, c'était le 15 février. Si vous saviez en avance qu'il y aurait 2 autres magasins de cannabis ici à Rockland, est-ce que ça aurait changé votre attitude vers ouvrir ce magasin ici? Oui, Définitivement, ça va faire une différence. Je veux faire sûr que moi et ma famille, je suis capable de prendre soin de ma famille. Alors, j'ai besoin d'être capable de faire des bonnes décisions pour mon business. Puis, si je savais qu'il y aurait un à côté de moi, sur l'autre côté sur la rue, puis il y en aurait un autre 800 mètres de chez nous, j'aurais trouvé une autre place. J'aurais trouvé peut-être une autre ville. Mais c'est sûr que j'aurais resté ici alentour de Rockland, Prescott-Russell. Suite à ce reportage, nous avons contacté la Commission des alcools des jeux de l'Ontario, soit la CAJO, pour leur demander si celle-ci allait reviser les procédures afin d'offrir une vision plus juste du processus d'application et des attentes par rapport aux délais exigés. Voici ce que la CAJO avait à dire à ce sujet. Ne voulant pas faire une entrevue, ils nous ont envoyé ce message suivant. Les décisions commerciales et économiques ainsi que l'emplacement des magasins sont prises par le demandeur et non par l'AGCO ou CAJO. Comme mentionné, l'AGCO publie une liste de tous les magasins de vente détail de cannabis autorisés à ouvrir en cours d'ouverture
la GCO n'a pas le pouvoir de contrôler ou d'influencer l'emplacement des magasins. Les magasins de cannabis ont également suscité un léger émoi au sein du conseil municipal, car une des propositions offertes par le conseiller municipal d'Ottawa, Mathieu Fleury, voulait imposer un tampon obligatoire de 150 mètres entre les magasins pour justement éviter un amoncellement de magasins au même endroit. Parce que ce qui se passe, bien, laissons M. conseiller Samuel Cardarelli en parler à ce sujet. Oui, alors vous voulez un peu plus de protection pour les business dans la région locale, mais selon AGCO, il y a une protection qui est déjà en place avec un avis public de 15 jours pour permettre aux communautés de faire des commentaires si nécessaire. Donc, est-ce que vous pensez que ça, ce n'est pas suffisant? Encore, on n'a pas été à travers encore pour voir vraiment comment ça fonctionne. Mais je peux te dire que si un établissement qui veut aller de l'avant et respecte toutes les réglementations alentour de leur magasin, à AGCO, même si on fait une demande ou une plainte envers cet établissement-là en dedans de 15 jours, s'ils respectent tout ce qu'ils sont supposés de respecter, il n'y avait aucune raison pourquoi ils ne pourraient pas aller de l'avant et ouvrir ce magasin-là. Alors, je crois que c'est plutôt, en bon français, en termes anglais, du fluff, juste pour montrer qu'on écoute. Alors, j'aimerais savoir quelque chose qui ait plus de substance, qui donne un peu plus de pouvoir aux municipalités. Absolument. Et c'est ça le mot-clé qui est le pouvoir. Mais j'ai parlé au bureau du procureur général et ils m'ont dit que la municipalité a été informée que le cadre était temporaire et que ça allait sûrement changer après janvier 2019. Donc, si le conseil de ville ici à Clarence-Rockland savait que c'était temporaire, pourquoi avez-vous décidé de participer si vous saviez que ça allait changer? On voulait participer encore, la légalisation du cannabis, c'était à travers le Canada. On voulait aussi pas manquer des taxes, des rémunérations qu'ils donneraient à la municipalité. On voyait ça comme un potentiel de grandir des revenus. Fait qu'on a définitivement regarder cette option-là, puis on était de l'avant avec, sachant qu'il y avait des possibilités qu'on pourrait se retrouver où on est en ce moment. Mais encore, c'est juste pour revenir sur le fait que c'est bien beau qu'on ait mis des choses de l'avant, mais encore, si on a mis des choses de l'avant du côté de la province, sans vraiment savoir comment le marché était pour être en place. Fait que nous, on veut, après avoir vu la transition en dedans d'une couple d'années depuis que c'est la légalisation, un an depuis la légalisation, on voit qu'il y aurait des potentiels dangers, surtout dans les grosses municipalités et aussi des plus petites municipalités, qu'on aimerait ça nous protéger. Fait que c'est pour ça qu'on a demandé aux autres municipalités de rentrer avec nous pour ajouter ce genre de petite clause pour à chaque magasin de respecter un 150 mètres entre magasins pour être capable de ne pas avoir trop de ces magasins-là qui sont ouverts ensemble. Fait que c'était plutôt le raisonnement pour nous. Et voilà, il va se passer bien des choses à ce niveau. Nous vous garderons informés, bien évidemment. Un nouveau restaurant à Cumberland. Aujourd'hui, la pandémie a modifié le paysage de l'emploi dans le monde entier. Les gens passent du travail au bureau au travail à domicile. Des millions perdent leurs emplois à raison de la fermeture d'entreprises ou tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Cependant, cette période peut aussi être l'occasion de se réinventer. C'est une révélation que nous avons eue à TVC 22 lorsque nous avons rencontré M. Michel Gaumont, chef et copropriétaire du restaurant Makerfeed Co. à Cumberland. Il a ouvert tout récemment. Il nous parle de son parcours et de la raison d'ouvrir quelque chose dans un temps si incertain. Voici ce qu'il a à dire.
Donc, le temps qu'on vit en ce moment avec la pandémie, c'est très difficile pour beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui ont perdu leur emploi. Et donc, c'est très ambitieux de voir quelqu'un qui est allé en tant qu'employé comme un chef, et maintenant vous êtes un propriétaire de votre restaurant. Parlez-nous de ce changement et cette ambition-là, et pourquoi vous avez décidé de le faire maintenant? C'est super facile. J'ai eu une chance, je l'ai pris. Il n'y a rien d'autre vraiment. Comme je travaillais, j'ai perdu mon emploi comme tout le monde d'autre dans la communauté. Puis ça m'a tombé, le restaurant m'a tombé dans les jambes, plus ou moins. Puis j'ai vu ça comme c'est supposé l'être. Fait que je l'ai fait, je m'essaie. C'est aussi facile que ça. Et le restaurant là où tu travailles, si je suis correct, c'était à Orléans. Ouais. Pourquoi vous avez décidé d'ouvrir ce restaurant ici à Cumberland? J'ai travaillé ici quand j'étais plus jeune, puis j'ai toujours aimé la place. Puis ça match quasiment à ce que je fais comme ma bouffe. Tu sais, comme tout fonctionne ensemble. Je trouve pas que si j'aurais fait ce que je fais là à un autre endroit, ça aurait marché. Et donc, avec ce restaurant-là, c'est quel type de nourriture que les gens peuvent goûter ici quand ils viennent dans ton resto? C'est des mets pas mal réconfortants, mais gastronomiques en même temps. Fait que tous les produits qu'on sert, c'est tout de la haute qualité. Ça vient tous des fermiers pas mal locaux, quand on peut. C'est sûr que on se sert de d'autres moyens aussi, mais il faut que ça soit de la même qualité, puis il faut que ça soit tout canadien. Puis c'est plus ou moins ça. Et comme vous avez dit, c'est un grand changement. Vous avez vu une opportunité, vous l'avez prise parce que vous avez juste eu la chance d'ouvrir ce restaurant. Comment vous avez trouvé l'expérience d'ouvrir un restaurant comme ça en plein milieu d'une pandémie? C'est drôle parce que je ne sais pas. C'est difficile, mais c'est toujours difficile d'ouvrir un restaurant. À tout le monde que j'ai parlé, ça a toujours été difficile. Fait que puis j'en ai jamais ouvert un restaurant. Fait que je sais pas si c'est facile ou non. C'est sûr qu'il y a beaucoup de barrières, puis il y a des choses qui prennent beaucoup de temps à faire venir. Mais à part de ça, comme c'était quasiment mieux parce que ça m'a donné le temps de le faire. Il y avait pas beaucoup de presse, puis j'ai été capable de faire des choses de la façon que moi je voulais faire. Fait que à part de ça, c'est plus faire affaire avec les gouvernements, des choses comme ça qui prend plus de temps à faire parvenir, tu sais, comme des licences, des choses comme ça. Mais à part de ça, c'était quasiment plus facile, je pense, pour moi. J'ai eu le temps de faire ce que je voulais faire. Parfait, parfait. Et si quelqu'un venait, ici ce week-end, qu'est-ce que tu dirais pour goûter? Quelle est ta nourriture? Quel est ton plat préféré ici? Mon plat préféré, comme c'est là, ça serait probablement la côtelette de porc. C'est une côtelette de entre 2 à 3 pouces. Fait que elle est grosse, puis elle est bonne. Toujours bonne. Parfait, merci beaucoup Michel. Parfait. Et on se voit bientôt, j'espère. Merci beaucoup, bonjour. Et voilà, j'espère que cela vous a inspiré ou peut-être au moins suggéré d'aller faire un tour à Cumberland. Il y a en effet tout un magnifique joyau qui se situe à cet endroit. Et voilà, mesdames et messieurs, ceci termine cette édition du TVC Nouvelles. Merci de continuer à nous regarder. Si vous aimeriez être un reporter citoyen, justement, nous vous invitons à notre prochaine formation virtuelle qui sera animée par nul autre que notre journaliste Thomas Stockton. Ce fut un énorme plaisir de vous offrir encore une fois vos actualités locales. Merci beaucoup et à la prochaine, Clarence Rockland.